Bonsoir à tous, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct en ce moment, le 23 juin 2026. L'Iran fait pression, il veut de l'argent, il a faim de dollars, et Donald J. Trump met un frein, il dit « Attention, c'est moi qui ai l'argent, et c'est moi qui vais décider comment vous le dépensez ». Cela ne plaît pas à l'Iran qui menace à nouveau de fermer le détroit d'Ormuz. Et en plus, aujourd'hui en exclusivité ici, dans Stratégie Militaire, le missile intercontinental de l'Iran, qui peut atteindre les États-Unis d'Amérique avec une arme nucléaire. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Très bon après-midi, famille, bienvenue sur Stratégie Militaire, nous sommes en direct en ce moment. Le 23 juin 2026, il est 18h39, direct rigoureux, nous avons une exclusivité aujourd'hui. Nous avons une exclusivité. Iran. Il est là. Un missile. À 3 étages, maintenant je vais expliquer ce que c'est. À 3 étages, qui peut atteindre les États-Unis d'Amérique. Rien de plus, rien de moins. De plus, Donald J. Trump a déjà lancé une nouvelle menace. Je pense qu'on va entrer dans cette dynamique de « je te menace, tu réponds, je te menace, tu réponds » jusqu'aux élections de mi-mandat. Et à partir de là, on verra ce qui se passe. Nous vous souhaitons la bienvenue à Stratégie Militaire. Stratégie, beaucoup d'informations, il se passe énormément de choses. Aujourd'hui, nous avons aussi le maire de New York, Mamdani, qui vient de se ridiculiser complètement, nous en parlons. Un incident grave s'est produit à Gaza. Un journaliste, entre guillemets, d'Al Jazeera, caméraman, a été éliminé par Israël. Mamdani a parlé, Mamdani a dit des choses. Préparez-vous à ce qui arrive cet après-midi. Bien. Hier soir, le sujet dans le JD. De l'argent à l'Iran, 6 milliards de dollars, mais aucun engagement formel n'a été obtenu avec des dates, des données, des chiffres. Rien, seulement des mots. Des paroles en l'air. L'argent, c'est du papier, mais même mouillé. Il a une valeur. C'est ce que fait l'Iran. Nous allons rapidement essayer de comprendre quelque chose que vous devez savoir. L'Iran a bien compris qu'il a 60 jours stratégie pour déplacer tout le pétrole possible. L'Iran sait en ce moment que sa survie se joue dans les 60 prochains jours. Rien de plus, rien de moins. La nôtre, celle de cette chaîne, dépend de vos likes, de vos super chats, de vos stratégies militaires. Stratégie militaire, si vous souhaitez collaborer avec notre contenu. C'est ce que fait l'Iran. Officiellement, le détroit d'Ormuz est ouvert, mais attention. Attention, ce n'est pas tout à fait vrai. Il est partiellement ouvert. De quoi est-ce que je parle? Quand on met cette musique, c'est qu'on va découvrir quelque chose, qu'il va se passer quelque chose en direct, quelque chose de dramatique. Iran. Détroit d'Ormuz. Image actuelle en ce moment des pétroliers, uniquement des pétroliers. Le bouchon de pétrolier continue à ce moment-là dans le golfe Persique. Toute cette zone est remplie de pétroliers. Toute cette zone ici avec plus de 11 000 marins piégés. Eh bien, l'Iran leur accorde la priorité de passage. Aux pétroliers, aux navires, aux tankers qui transportent du pétrole iranien. Les pétroliers iraniens vont sortir en premier pour pouvoir vendre le plus rapidement possible. À la Chine. Ils se dirigent vers la Chine. Tous les pétroliers qui partent, la première chose qu'ils vont faire, c'est mettre le cap sur la Chine. Parce que la Chine paie, et elle paie en dehors du système.
Ils vont lui donner de l'argent liquide pour chacun des pétroliers. Plus de 10 000 millions de dollars. Depuis l'ouverture du détroit d'Ormuz, l'Iran va déjà encaisser 10 000 millions de dollars. De l'argent frais pour construire plus de missiles, plus d'armes et terroriser la population. Cela se passe en ce moment même, en temps réel, pendant que nous parlons. Et fais attention. Parce que dans le formulaire de passage des navires par le détroit d'Ormuz, tous les navires de cette planète et tous les pavillons sont présents, sauf celui d'Israël. Les navires israéliens se voient interdire l'accès au détroit d'Ormuz. Plus. Pas seulement cela. Arashi est devenu un touriste très occupé. Cette semaine, il était à Genève, maintenant il est au Pakistan. Image, merci. Non. Non. Là, nous voyons à nouveau la délégation iranienne au Pakistan. Arashi devrait ouvrir un bureau à Islamabad puisqu'il y passe plus de temps qu'en Iran. Mais ne soyez pas surpris. Que personne ne soit surpris par cela. La nuit dernière, ou les 2 dernières nuits quand ils étaient à Genève, quand J.D. Vance dit qu'ils avaient beaucoup négocié, ce n'est pas vrai, il n'y a pas eu de telles négociations. Des choses se sont passées. Des choses importantes. Quand ce type qui dit qu'il a de l'uranium pour 10 bombes nucléaires est parti de la réunion, ils sont allés voir le match. Le match Iran contre Belgique. Ce que vous êtes en train de voir. Ils sont allés voir le match Iran contre Belgique. C'est l'intérêt que l'Iran a à négocier. C'est l'importance de la négociation. Ce sont ces types qui vont donner accès à l'Organisation internationale de l'énergie atomique pour inspecter on ne sait pas quoi, au cas où ils voudraient construire une arme nucléaire. Eh bien, je vais vous en dire plus. L'Iran nie avoir donné accès au comité de l'énergie atomique à ceux qui vérifient cela. Ils affirment aussi que personne ne viendra vérifier quoi que ce soit, qu'il n'y a rien à vérifier et que les questions nucléaires et des missiles ne seront pas discutées en réunion. Et ce n'est pas le seul, excusez-moi pour l'audio, ce n'est pas le seul qui soit arrivé au Pakistan. Au Pakistan, un autre y a tenu une réunion. Celui qui manquait à la discorde, c'est Ézéchias. Ézéchias est aussi arrivé au Pakistan escorté par des avions de chasse. En soutien. Escorté par des avions de chasse pakistanais. C'est habituel, mais cela attire aussi l'attention juste en entrant dans l'espace aérien. L'Iran contrôle actuellement le flux mondial de pétrole. Seul le pétrole iranien sort actuellement par le détroit d'Ormuz. Une tactique intelligente. Ils ont 60 jours pour tout sortir, vider les réservoirs et recommencer à accumuler lorsque, dans 60 jours, cela n'ira nulle part. C'est aussi simple que ça. L'Iran ne sera pas content de cela. 10 milliards facile pour celui qui dirige le pays. Je dis peu importe qui c'est. Parce que Mojaba ne l'est pas. Mojaba ne dirige pas le pays. Là, on est du New York Post. Incroyable. Ce n'est pas Estratégias qui le dit. Voilà. Rien de plus, rien de moins. 10 milliards et sans même avoir encore signé un accord nucléaire.
Ça vient seulement du pétrole. En plus, le Qatar va lui donner 12 000, faites le calcul. 327 000 qui étaient déjà approuvés. 12 000 du Qatar, 10 000 du pétrole. Ils ont peut-être gagné ou perdu la guerre militaire, mais pour la guerre économique, je pense que le perdant sera quelqu'un d'autre. La couverture est là. Là, il n'y a pas de tromperie. Là, il n'y a pas de tromperie. Cependant, certaines choses inquiètent encore plus. Donald J. Trump lui a envoyé un petit message. Il leur a dit quelque chose de clair. S'ils ne coopèrent pas avec les inspecteurs de l'Organisation de l'énergie atomique, il va se passer des choses. Cela va de nouveau pousser l'Iran à faire encore des siennes. Voyons ce qu'a dit Donald J. Trump. Qu'a-t-il dit ou commenté? Famille, nous sommes en direct. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Il dit ceci. Malgré ses protestations et ses déclarations mensongères, affirmant le contraire, ainsi que le bombardement constant de fausses informations. Ils font tout leur possible pour que la victoire des États-Unis soit aussi petite et insignifiante que possible. L'Iran a accepté pleinement et complètement les inspections nucléaires de plus haut niveau depuis longtemps, indéfiniment. Cela va garantir la transparence nucléaire. Si cela n'avait pas été accepté, il n'y aurait plus de négociations. En me basant sur cela, et sur d'autres concessions importantes que l'Iran fait, j'ai accepté de permettre que le détroit d'Ormuz reste ouvert, sans autre blocus naval. Cependant, tous les navires restent en place au cas où il serait nécessaire d'instaurer le blocus, ce qui semble pour le moment très improbable. L'argent et les sanctions que le Trésor des États-Unis détient sont en train d'être levés. Ils sont déposés sur un compte séquestre bloqué, contrôlé par les États-Unis. Et ils seront utilisés pour l'achat de nourriture, de fournitures médicales. Et exclusivement des États-Unis, y compris du maïs, du blé, du soja, provenant de nos grands agriculteurs américains. Ce sont des choses dont l'Iran a désespérément besoin. C'est une crise humanitaire et je pense qu'il est nécessaire d'aider, d'apporter de l'aide, avant qu'il ne soit trop tard. Les discussions se passent bien. Merci de votre attention à ce sujet. Donald J. Trump. La question ici, en lisant ce texte, c'est qu'en janvier, Donald J. Trump a promis son aide au peuple iranien. L'aide qui va arriver au peuple iranien, c'est du maïs, du blé et des milliards de dollars à la garde révolutionnaire. Merci. Nous ignorons si cette aide était attendue. Le régime, d'autre part, sur un autre plan, fait quelque chose d'incroyable. Il accélère les exécutions et les pendaisons des manifestants de janvier. Ce que vous entendez, le régime est maintenant plongé. Merci. Dans l'exécution de dissidents. Mais en plus, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pagri, vient tout juste de dire ceci. Nous l'avons ici. Aucun opérateur. Aucun opérateur ni inspecteur de l'AIEA n'entrera dans des sites nucléaires endommagés par la guerre. Ils n'entreront pas à Bordeaux, ils n'entreront pas à Atam, ils n'entreront pas à Ispahan. Ils vont les laisser entrer à Boucher pour dire à quel point les États-Unis et Israël ont été mauvais en attaquant la centrale. Ce que vous entendez. Au fait, à propos de l'attentat d'hier à Montréal, le type, un antisémite et antiféministe, Qui est allé là-bas pour attaquer tout ce qui se trouvait devant lui. Le monde est fou. Le monde est fou. Marco Rubio. L'espoir de... toute cette histoire. Qu'a dit Marco? Eh bien ceci. Marco Rubio dit qu'il ne peut pas y avoir de fin aux hostilités régionales tant que des intermédiaires, soutenus par l'Iran, continuent de lancer des missiles.
Rubio a ajouté que la question sera abordée en temps voulu et qu'aucun pays ne peut imposer de péage ou redevance dans le détroit d'Ormuz, une voie maritime internationale protégée par le droit international. Marcos semble être le seul à résister. Devant, la capitulation de J.D. Vance. Que se passe-t-il sans inspection nucléaire? Que va-t-il se passer? Eh bien, regarde. Aujourd'hui, l'Iran s'est également réuni avec Oman. Omanais et Iraniens collaborent désormais pour percevoir des péages. Regardez, après les 60 jours, on commencera à percevoir des péages dans le détroit d'Ormuz. L'argent. L'argent passe toujours en premier dans toutes ces histoires. Le peuple vient après. L'argent d'abord. Images de Marco Rubio. À son arrivée au Moyen-Orient, d'ailleurs, au Qatar, ils ont demandé que J.D. Vance ne vienne pas. Ils ne veulent pas voir J.D. Vance, mais ils veulent voir Marco Rubio. Marco sera dans les pays du Golfe Persique pour essayer d'apaiser la situation actuelle. Il y a des pays qui ne sont pas contents de négocier avec l'Iran. Marco Rubio. C'est possible. Les États-Unis et leurs alliés peuvent-ils garantir la navigation, la liberté de navigation en Espagne? C'est la loi, c'est une voie navigable internationale. Il dit « Les États-Unis et leurs alliés peuvent-ils garantir le libre passage dans le détroit d'Ormuz ?» Il dit « C'est le droit international. No country is allowed to charge tolls or... Aucun pays ne peut percevoir de péage ou de frais. » Il Les États-Unis peuvent-ils garantir la navigation? dit Ça, le droit international en vigueur. Il dit c'est le droit international en vigueur. c'est ainsi que fonctionnent les voies maritimes internationales partout. Il dit "And that's the way we expect it'll be here." Nous espérons que ce soit le cas ici. Je pense qu'il n'y a personne à convaincre sur ce point. Je pense que tous les pays de la région nous rejoindraient. Que dit Marco Rubio sur le Liban? Nous avons aussi Vivi. Vivi a dit quelque chose de très intéressant aujourd'hui, mais avant cela, voyons Marco Rubio. Vivi a exprimé ce que Stratégie répète depuis longtemps. Elle ne prend pas de conseils et je ne conseille pas Vivi. Sujet Liban. Que se passe-t-il avec le Liban? Marco, éclaire-nous, enlève-nous nos doutes. Et est-ce que la question du Liban est séparée de l'Iran? Le sujet... Du Liban est indépendant de l'Iran. Because Lebanon is a sovereign country. Le Liban est souverain et a son propre gouvernement. It has a government. And when it comes to Lebanon, what's happening? Il dit « Et quand allons-nous négocier et traiter avec le gouvernement du Liban ?» À l'intérieur du Liban, nous allons négocier et traiter directement avec le... Nous négocierons directement avec le gouvernement libanais. I spoke to President Ayoun along with J'ai parlé récemment avec le président Aoun, the Vice President a few moments ago, spoke avec le vice-président il y a peu, Friday. Their people are there now on the ground direct. avec les gens que nous avons sur le terrain. So the reason why that issue is over... Now, there's an... Il dit... Il y a un problème iranien with regards to Lebanon, and that is... en relation avec le Liban. Abonne-toi. Parce qu'ils soutiennent le terrorisme. Ils soutiennent le Hezbollah. And so that factor will Ce facteur sera discuté be part of our conversations with the Iran. dans nos discussions avec l'Iran. Mais l'avenir, Du Liban appartient au peuple libanais, le Liban appartient au peuple libanais par sa souveraineté. à travers son gouvernement souverain et élu. Eh bien, Regarde, regarde. Comment vont les choses? L'Iran tente de former une coalition de pays contre Israël. Regardez-le, regarde. Allez. Pezeshkian aujourd'hui. Enfin, je vous remercie encore une fois. Aujourd'hui, Pezeshkian a apporté ceci. Nous tendons la main et notre amitié au Pakistan, au Qatar, à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte et à la Turquie pour encourager la compréhension mutuelle et de jeter les bases d'une nouvelle architecture de sécurité régionale. Merci.
Architecture de sécurité régionale. Attention à ce scénario. Un classique. Dans le sud, Égypte. Dans le nord, Turquie. À l'est, Iran et Pakistan. Bonne guerre ou en bonne guerre. Peut-être que c'est une guerre. Mais là, nous avons quelqu'un, une personne ayant vu ce que j'ai vu. Israël doit avoir, Israël doit avoir. Indépendance en matière d'armement. Vivi. Nous affrontons l'Iran et ses alliés que nous avons déjà frappés. Ce n'est pas fini, mais cela dépend de notre puissance. Où nous serons dans 30 ans dépend de notre puissance. C'est pourquoi, en ce moment, nous construisons de la puissance encore plus. Je souhaite une autonomie en matière d'armement. J'apprécie beaucoup le soutien que nous avons reçu. Et au fil des années, j'ai aussi obtenu cela de nos amis américains. Aujourd'hui, je le dis. Nous avons besoin de notre propre système d'armement indépendant. Nous fabriquons l'armement. Vivi l'a dit, nous aimons beaucoup les États-Unis. Nous aimons beaucoup nos alliés. Mais nous devons être indépendants militairement. Nous devons atteindre l'indépendance en matière d'armement. Plus encore. Eh bien, Vivi, tu as 1 an et demi. Non, 10. Un an. Et demi, 1,6. Voilà où en sont les choses. Si Israël avait en ce moment ses propres usines de munitions, avec une indépendance totale et complète vis-à-vis de ses alliés, il pourrait continuer la guerre avec l'Iran, il pourrait continuer la guerre avec le Liban, il pourrait continuer la guerre avec qui il voudrait. Il pourrait, il a la technologie, il lui faut des usines pour la construire. C'est là-dessus que nous travaillons. Je pense que c'est là que réside la clé de toute cette histoire. Ainsi, tu n'auras plus à craindre le Qatar. Tu n'auras à craindre personne. Bibi, depuis le 7 octobre, a donné des ordres incroyables. Faire exploser la direction du Hamas au Qatar, avec une attaque de missiles balistiques. Faire exploser Ismail Haniyeh au cœur de Téhéran. Attaquer Téhéran, attaquer l'Iran. Éliminer Khamenei, éliminer le Hezbollah. Bon, avec Nasrallah, avec Fouchouker, Avec Saifdin. Avec Dave. Avec Sinwar. Avec Abu Janza. Avec tout le monde. mais il manque ça. Il manque la pièce maîtresse, l'élément clé de l'avenir d'Israël. Indépendance militaire et logistique pour pouvoir décider de son avenir. Sans avoir à attendre un appel de Washington. C'est aussi clair que ça. Mais bon, merci. Où en est le sujet en ce moment? Merci. Eh bien, je vais montrer quelque chose. Parfois, dans cette émission, nous utilisons cette intro. Merci de faire attention à cela. Ce que vous voyez ici, c'est le missile, la fusée spatiale KM. Ceci est la chaîne de montage. Mais ce missile est spécial. Ce missile qui peut transporter des satellites et qui est officiellement un programme civil, mais financé par la garde révolutionnaire, est un missile à 3 étages et qu'on pourrait qualifier d'intercontinental. Ceci que nous voyons en était une partie. Ce que nous n'avions pas vu jusqu'à présent, c'était la preuve du moteur du 3e étage de ce missile. Nous ne l'avions pas encore trouvé.
nous ne savions pas où cela était en train d'être construit. Et pourquoi est-ce si grave? Parce que ce que nous voyons là peut atteindre les États-Unis d'Amérique. Ce que nous voyons là peut emporter une bombe nucléaire au cœur de l'Amérique. Allumez ce que nous allons voir. K1. Les gens qui sont sur notre chaîne depuis un moment et qui ont vu les vidéos que nous montons, parfois quand nous avons le temps, que parfois nous montons une vidéo quand nous avons le temps, nous avons déjà évoqué le programme de missiles de l'Iran. Comment le détonateur de l'arme nucléaire a été créé, les missiles, tous les détails, le programme spatial. Il y a une figure clé dans tout cela, qui est morte en plus, je pense, des mains d'un service de renseignement étranger. Un certain Mojadam, qui est le père des missiles, c'est le type qui, pendant la guerre d'Irak, l'Iran est allé jusqu'en Libye pour parler avec Kadhafi et lui demander 23 missiles Scud soviétiques afin d'en démonter certains et de commencer à construire les siens. Pour que vous compreniez d'où vient l'histoire et comment tout cela a commencé. À cette époque, l'Iran avait sollicité la Syrie pour obtenir des missiles Scud, car Saddam Hussein lui lançait des missiles balistiques. La Syrie, le père d'Assad, a refusé parce qu'il a dit que ces missiles appartenaient à la Russie et qu'il n'osait pas donner des missiles russes à l'Iran sans la permission de la Russie. Kadhafi voyait les choses autrement. Kadhafi, qui voulait embêter Saddam Hussein et voulait déranger les monarchies du Golfe, a dit « Bon, je prends les chiites, je leur envoie 23 de ces missiles balistiques. » Et qu'ils s'entretuent entre eux. 4 de ces missiles ont été démontés pour les analyser et commencer à créer ce que nous voyons aujourd'hui. C'est là que toute cette histoire commence. Le programme nucléaire a besoin de ça. Vous pouvez avoir une bombe nucléaire, mais si vous n'avez pas de moyen de la lancer ou de la transporter, elle ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ainsi, le jour du lancement du Qaïm, c'est ce que nous voyons ici. Un missile à 3 étages. Sarizadeh était là, et j'y étais. Salah. Ils sont morts tous les deux, mais le missile reste. Ce missile a 3 étages, c'est-à-dire 3 moteurs, pour que les gens comprennent simplement. Un premier moteur pour sortir le missile de la Terre, un autre moteur pour le positionner lorsqu'il est dans l'espace, et un troisième moteur pour effectuer la rentrée. Ici, on voit la séparation du premier moteur et l'activation du second. Regardez maintenant. Cela veut dire ceci que techniquement, l'Iran dispose d'un missile capable de voler dans l'espace, de se placer au-dessus du pays de son choix et de lancer une bombe nucléaire. Ajoutez à cela qu'ils ont l'uranium et le détonateur. Celui qui doute qu'ils vont y arriver est un peu naïf. Ou il ne connaît pas grand-chose à la vie. Là, le deuxième moteur est en train de s'allumer. Mais bien sûr, jusqu'à présent, nous n'avions pas vu en détail. Ces deux-là sont morts. Sarizadeh à droite, Salami à gauche. Nous n'avions pas vu ça. Veuillez prêter attention à la vidéo suivante, qui montre l'épreuve du moteur. À la troisième étape, le missile iranien. Dans un endroit isolé d'Iran, dans une salle avec de hautes personnalités, parmi lesquelles se trouvait Mojadam, encore en vie, ont préparé l'essai du moteur du missile nucléaire iranien. De nos jours, ils continuent de faire des essais, de nos jours, ils continuent d'assembler ce type de missile. Ils l'ont fait avec les 1,7 milliard de Barack Hussein Obama. Imaginez maintenant avec combien ils vont le faire. C'est Mojadam, celui que vous voyez, le père des missiles iraniens.
tous fanatisés, priant pour construire l'arme nucléaire. Vous le voyez là. C'est la preuve. Sur ce terrain d'essai, on démarre le moteur pour voir s'il est capable de tenir le coup. Et s'il est opérationnel. Et ce n'est pas ce qui a été utilisé contre Israël, les Émirats arabes unis ou le Golfe Persique. Ici, il s'agit d'une autre catégorie. Les missiles qui ont été utilisés contre Israël sont de courte à moyenne portée. Ici, nous parlons de missiles capables d'atteindre un autre continent. Iran, dans ce domaine et que le Dieu de miséricorde de ses pécheurs, je lui demande de vous bénir et de bénir votre foi. Pendant longtemps, les gens se demandaient où ils construisaient cela. Nous avons parlé de différents endroits. Une ville a été construite en périphérie de Téhéran. Entre Téhéran et Parchin. Pour construire tout le programme, eh bien, regarde. Le site d'essai, l'endroit où se trouve ce moteur, n'était pas là. Il y était. Et il est ici. Nous allons maintenant voir le banc d'essai du moteur KM de 3e étage. À cet endroit, voici la zone d'essai de l'Iran. Cachée, des regards du public. Là-bas, à l'intérieur. Incroyable. Et on nous dit partout qu'il ne faut pas aborder le sujet des missiles. Qu'est-ce qu'on voit par ici? On voit une zone de bunker qui se trouve ici. On voit la zone brûlée par les essais du moteur. Dans cette zone que l'on voit là-bas, on voit la rivière qui apparaît aussi dans la vidéo. En fait, il y a une séquence dans la vidéo. Celle-ci. On voit cette rivière maintenant sur la partie droite. Et c'est incroyable parce que l'Iran a créé une installation pour chaque pièce du missile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous voyez, c'est la plateforme. Là, vous voyez le terrain, la rivière est juste à droite. Ça s'appelle Rio Sur. Là, on voit le sol avec une sorte d'asphalte ou une sorte de ciment. Ici, on voit une piste en ciment. C'est celle qu'on voit justement dans la vidéo. Voilà, c'est celle-là à laquelle je fais référence, et je disais que l'Iran a construit une base d'essai pour chacune des pièces de l'arme nucléaire. Ils en ont construit une juste pour le détonateur. Ils en ont construit une uniquement pour les moteurs. Ils ont construit une zone de lancement de missiles spatiaux. Dans une autre partie du pays, cela me pousse à réfléchir, cela m'amène à, dans ma tête, à y réfléchir sans cesse. Et dire que l'uranium est réparti dans tout le pays, pas seulement là où nous pensons qu'il se trouve. Mais l'uranium, ils en ont à beaucoup plus d'endroits. Passons à vos commentaires dans les super chats, super importants. Ici, sur Stratégie militaire, un grand merci d'être ici avec nous. Je trouve ça hallucinant.
Et les gens doivent commencer à savoir où en est l'Iran en ce moment dans son programme nucléaire. Parce que vous le voyez, c'est une vraie menace. Ils ont déjà le missile et tout. Il leur reste seulement à y mettre la bombe et à le lancer. Elena, merci. Paola, stratégie. Le jour sans photo, une réunion s'est tenue à huis clos, 8 minutes. L'Iran a de nouveau quitté la séance suite aux propos de Trump. C'est ce qui a été écrit. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas au moment où ils allaient se réunir. Pas de réunion à cause des déclarations. L'Iran a refusé de se réunir avec les États-Unis. Et il s'est réuni avec le Qatar, avec les Qataris. Et il s'est réuni avec les Pakistanais. Mais pas de conversation directe entre J.D. Arachi ou Gallipas. Rien de tout cela. Ça ne s'est pas passé, non. Pour que les gens comprennent, ça ne s'est pas produit. Même si les États-Unis affirment que cela a eu lieu et qu'ils étaient au présent. Ça ne s'est pas produit. Pour l'instant, l'Iran reçoit de l'argent sans rien en retour. Kael, merci. Les stratégies d'œuvre, c'est une guerre nucléaire. Personne ne gagne. Je suis Mariana Valles du Mexique. L'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire. Je pense que si ce n'est pas déjà le cas, ils sont très proches de l'avoir. Très près de l'avoir. Maintenant, je veux vous raconter quelque chose. Quelque chose dont nous allons parler ce soir. Quelque chose de grave. Quelque chose. Je veux juste montrer la première partie. Et faites attention à cela car c'est aussi grave que si l'Iran possédait des armes nucléaires. Merci. Vous allez voir quelques secondes de vidéo qui me rappellent le 7 octobre. Au revoir. Faites attention à cela. Les Houthis. Ils sont en train de s'entraîner pour lancer un assaut contre Israël. Il y a eu un incident au cours des dernières 48, voire 72 heures, préoccupant en Israël. Aujourd'hui même, de plus, une cellule terroriste a été détectée avec l'intention d'envahir le sud d'Israël. Et à Eilat. Préparez-vous ce soir pour l'émission que nous allons faire. L'inondation des Houthis. Ici dans Stratégie militaire, ce soir, les images sont impressionnantes. Ne le manque pas ce soir. L'inondation des Houthis. Familia. Famille. Un grand merci d'avoir été présent lors de ce direct, premier direct de la journée, premier aperçu de ce qui se passe dans ce monde dans lequel nous vivons. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur Stratégie militaire, avec plus d'informations, avec les actualités racontées différemment sur votre chaîne d'information. Salut à tous!